Venez nous rejoindre. Merci de l'accueillir. Voilà, on s'est mis dans l'ambiance sonore. Peut-être avant de discuter justement des résultats de cette étude que vous avez menée, un premier constat qui est peut-être important de vraiment poser les choses, le fait que l'action climatique, elle ne peut pas être dissociée de l'action pour la biodiversité. Alors bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là, d'avoir un public aussi jeune, parce que vous êtes l'avenir, vous êtes la possibilité de changer. Je trouve que dans ce mois de décembre un peu gloomy, plein de mauvaises nouvelles, c'est quand même formidable. Donc votre énergie est importante. Alors pour répondre, puis je remercie évidemment 2050 Now d'abord de m'avoir confié le soin de faire cette étude avec l'université Bocconi où j'enseigne maintenant. Et votre question, Julia, est vraiment importante. Pour des raisons qui ne sont pas évidentes. On a politiquement dissocié les questions de climat des questions de nature. C'est un choix qui a été fait. Des circonstances ont conduit à ce qu'on s'occupe plus de la tonne de CO2 que de notre environnement naturel. Mais cet environnement est important et il est important pour le business. Il y a un professeur à la Bocconi que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Stefano Pogut, qui a écrit un bouquin, c'est « Business in Nature ». C'est-à-dire que pour faire fonctionner les entreprises, il ne faut pas seulement du capital et du travail. La nature nous fournit soit des biens, des grains de café pour faire du café, de l'eau pour faire tourner certaines entreprises, du poisson, mais aussi ce qu'on appelle des écosystèmes services en anglais, des services écosystémiques, c'est-à-dire la régulation des températures, la capture de CO2, et c'est là que le lien en plus se fait. Donc il y a des raisons scientifiques de faire le lien. Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. Il y a un autre groupement scientifique qui s'appelle IPBES en anglais, qui a produit pour la première fois en 2021 un rapport conjoint pour dire qu'il y a un lien scientifique entre les deux sujets. Donc on ne peut pas les traiter séparément. Et ça a un avantage aussi, parce que la nature, chacun de nous la mesure, la sent, l'apprécie. Vous allez en montagne, vous êtes d'une région maritime, vous avez envie d'aller vous ressourcer dans une forêt, vous savez ce que c'est près de chez vous. La tonne de CO2, vous ne l'avez jamais vue. Et donc, à la fois, la matière est plus complexe, c'est vrai, puisque tous les écosystèmes sont très divers, ils sont enracinés quelque part, donc on ne peut pas trouver une seule solution. Mais c'est beaucoup plus, je dirais, facile de motiver, notamment dans une entreprise, des gens pour travailler sur des sujets nature. Alors, sans rentrer dans un discours qui serait trop anxiogène, vous dites quand même que c'est important de souligner le fait qu'il y a urgence. Est-ce que vous pouvez essayer de nous mettre en perspective cette urgence ? Oui, moi je crois qu'il faut bien distinguer deux temps. Il y a le temps de l'analyse et du diagnostic, où il ne faut jamais se raconter d'histoire. Et dans les fonctions que vous serez amenés à avoir, parce que vous aurez tous des fonctions dirigeantes. Moi, je sais quand j'avais votre âge et qu'il y avait une personne avec les cheveux blancs qui me disait ça me faisait un peu marrer, mais enfin c'est vrai. Donc vous allez avoir des responsabilités, vous allez avoir des décisions à prendre, si je puis me permettre, avec mes cheveux blancs, dans la phase de diagnostic. Regardez la réalité en face. Donc qu'est-ce que nous disent les chiffres? Qu'est-ce que nous disent les faits? Qu'est-ce que nous disent les scientifiques? C'est une disparition du vivant qui est absolument effroyable. Je prends pas, j'aurais pu venir avec des slides, mais vous n'êtes pas en cours aujourd'hui. Vous êtes là pour réfléchir, pour discuter avec nous sur un pied d'égalité. Je l'ai dit à certains d'entre vous. Vous n'avez pas à rougir de votre jeunesse. Vous êtes plutôt la solution que le problème. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de ma vie? Bon, vous allez dire, pour vous, c'est Kakoshim, hein, une personne qui va avoir 60 ans demain. Mais dans cette période-là, les 3/4 du vivant ont disparu à la surface de la Terre. Les 3/4 du vivant. Okay, le WWF a publié une étude à la veille de la COP Biodiversity qui s'est tenue en Colombie à Cali. J'ai eu la chance d'y participer parce que j'avais une mission sur ces sujets-là. Voilà. Après, on peut toujours pinailler. Est-ce que c'est 73% comme dit leur Living Index? Est-ce que c'est un peu plus, un peu moins? Quoi qu'il en soit, c'est un problème majeur. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez. Non pas pour faire peur, j'insiste bien, mais pour, dans le deuxième temps qui vient après le diagnostic, pour agir. Prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc on a fait le diagnostic, il y a un autre diagnostic quand même qui peut être fait, c'est que finalement, et vous l'avez fait notamment au travers de cette étude, quand vous êtes allé à la rencontre de ces différentes entreprises, que finalement le changement est en cours,
ou en tout cas, il y a des choses qui changent dans les entreprises. On a pu voir certains exemples de projets qui ont été entrepris par ces entreprises partenaires. Qu'est-ce qui vous a, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a étonné? Quels sont les projets que vous avez préférés? Alors moi, peut-être un mot, je suis tombée dans la marmite, si j'ose dire, quand j'étais à la Banque de France et où on avait commencé à travailler sur la finance verte, sur les risques climatiques. Et petit à petit, ça m'a amené à regarder d'autres choses. Donc, c'est tout à fait normal, on apprend, moi j'apprends tous les jours en faisant cette étude, j'ai appris. Donc qu'est-ce que ces entreprises ont fait? Elles sont elles aussi sur ce chemin de transition. C'est-à-dire on part d'un point et petit à petit on prend conscience de choses. Ces entreprises ont utilisé une grille de lecture assez simple qui est de dire en gros de quoi est-ce que je dépends pour mes productions. Vous êtes LVMH, vous avez besoin de cuir, de peau de crocodile, de laine, etc. et même de raisin pour faire du champagne. Donc, vous regardez votre dépendance. Et quand vous commencez à rentrer, à la mesurer, c'est pour ça que la transparence est très importante, vous vous rendez compte de choses que vous n'aviez pas vues. Il y a une review qui est extraordinaire, qui a été faite par un professeur qui s'appelle le professeur Partha Dasgupta, qui est indo-britannique à Cambridge, qui a fait en 2021 une étude pour, à l'époque, Her Majesty Treasury, et qui a fait remarquer que l'essentiel de la nature est invisible. Donc ces entreprises, elles ont dû rendre visible ce qui était invisible. Ce qui était invisible, c'est dans le fond, il y a des champignons dans le sol qui aident les arbres à produire, et s'ils ne sont plus là, toute la chaîne botanique s'écroule. Voilà. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont travaillé sur leur dépendance, elles ont travaillé aussi sur leur impact. Certaines d'entre elles, par exemple, qui travaillent pour le traitement de l'eau, apportent des solutions, mais elles ont aussi une emprise au sol avec leurs installations. Donc, il faut jouer sur les deux côtés. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ces discussions, et je remercie beaucoup 2050 La Maison de m'avoir donné cette possibilité de dialogue, moi j'ai beaucoup insisté pour les rencontrer directement, c'est qu'on s'est vraiment parlé et on a senti à la fois la bonne volonté d'un côté, les difficultés, le fait que, je dis toujours, c'est Casablanca, c'est play it again, Sam, c'est-à-dire vous découvrez qu'il y a un problème, vous trouvez une solution, ah bah finalement c'est peut-être pas la bonne. Bon, alors on recommence, on voit comment on améliore. Et ce que les boîtes ont dit et qui est très intéressant, c'est que leurs salariés n'avaient pas forcément attendu que les instructions viennent d'en haut. Il y en a qui ont des idées dans les entreprises, dans les fermes qui produisent, etc. Et ça c'est fabuleux. Donc quand vous serez en bas de la hiérarchie avant de monter au sommet, n'hésitez pas à faire remonter des idées, parce que c'est vous qui êtes le mieux placé souvent pour dire ce qui ne va pas. Après, il faut une vraie responsabilité des entreprises. Et si je puis me permettre, j'ajoute une note de bas de page, non pas seulement parce que j'ai été dans le public. Je crois que les autorités politiques doivent prendre leurs responsabilités. Les entreprises peuvent faire énormément et elles doivent le faire. Et c'est business in nature, c'est-à-dire pour leur business, pour leur intérêt. Les pouvoirs publics doivent poser le cadre dans lequel il y a un maximum de transparence, d'où l'importance des données, d'où l'importance des règles type CSRD, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pas très sexy, tout le monde dit oh là là, c'est lourd, mais c'est pas ticking the box, c'est pas ça, c'est des outils stratégiques. Voilà. Donc les pouvoirs publics doivent donner aussi des orientations, utiliser les moyens financiers de l'État ou des régions ou des collectivités pour autre chose que soutenir des modes de production agricoles ou autres qui nuisent à la nature. Parce qu'avant d'aller chercher les entreprises pour trouver des solutions, il faudrait peut-être éviter d'utiliser l'argent du contribuable pour détruire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. En fait, en vous entendant parler, on se rend compte que c'est une question de bon sens. Quand on réfléchit à nos dépendances, quand on réfléchit à effectivement comment on peut améliorer les choses, à faire du local, économiquement même, c'est une question de bon sens. Alors oui et non, si j'ose dire. Oui, évidemment, parce que beaucoup de solutions ou de constats peuvent être faits à partir de l'expérience personnelle. Vous avez remarqué qu'il y a... Enfin, vous êtes trop jeune, mais il n'y a plus d'insectes sur les pare-brises quand on fait un trajet de 500 km. On voit qu'il y a moins d'eau dans les cours d'eau, etc. Bon, ça, c'est important, et vous avez tout à fait raison, Julien. Mais moi, je vous invite à autre chose. Nous sommes en Europe. L'Europe, c'est le continent qui a inventé les universités. C'était pas la Bocconi, la première, mais c'était en Italie quand même, c'était à Bologne, qui a misé sur le savoir face à l'obscurantisme. Donc, il faut une bonne combinaison d'un certain bon sens, vous avez raison, ça aide toujours dans la vie, mais aussi de rigueur scientifique. Et c'est pour ça que cette étude, moi j'ai essayé de la nourrir aux meilleures sources, j'ai bien entendu discuter avec les gens des entreprises. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais nous avons besoin des scientifiques. Et nous avons besoin dans ce monde qui conteste tout,
où tout est équivalent à tout, où n'importe qui est expert de tout, de remettre un petit peu au centre de la société une expertise qui n'a pas à écraser les autres, mais qui doit malgré tout nous aider avec des faits et des chiffres qui sont le fruit d'un processus intellectuel exigeant. Moi, j'allais vous dire, soyez exigeants. Ne vous contentez pas de l'espèce d'à peu près qu'on voit dans plein d'analyses, etc. Pour prendre une bonne décision, à la tête d'une entreprise, à la tête d'un État, on a vraiment besoin de peser le pour et le contre. Nous sommes dans une société d'émotions, de tweets, Revenez un peu aux fondamentaux de temps en temps. On ne réglera pas des problèmes de cette ampleur, de cette gravité philosophique aussi, on pourra en reparler, sans travailler fondamentalement, sans se poser des questions difficiles et sans voir que derrière toutes ces questions difficiles, en fait, il y a quelque chose de fabuleux. Votre génération peut être celle de la transformation. C'est remettre le truc à l'endroit. On a pensé qu'on pouvait produire sans se soucier du climat, sans se soucier de la planète, sans se soucier des êtres humains, des inégalités, des injustices. Le social est étroitement lié aussi à la nature. Parce que l'homme, la femme, les êtres humains sont au centre du système. Das Gupta le dit très bien, il dit « We are embedded in nature ». Nous ne sommes pas en surplomb, nous ne sommes pas là à nous servir dans la nature, nous sommes tout modestement une partie de la nature. Et ça revient au concept justement de capital naturel. Oui, alors ça, c'est vraiment le grand mystère que j'aimerais creuser, si 2050 Now me le permet l'année prochaine, c'est de travailler sur le capital naturel. C'est pourquoi on apprend dans les facultés d'économie, y compris les meilleures, comme la Bocconi, que, dans le fond, pour faire tourner une entreprise, il faut du capital et du travail. Moi, j'ai appris ça quand j'étais à l'école, et c'est encore plus ou moins ce qu'on vous raconte. En fait, il y a un élément qui s'appelle le capital naturel, qui est tout ce que la nature nous fournit, et si nous portons atteinte à ce capital, eh bien l'entreprise ne pourra pas fonctionner. Non seulement l'humanité va dépérir, mais même si on s'en tient... Moi, j'ai essayé dans ma note de m'en tenir à quelque chose de... Voilà, c'est une commande pour des entreprises, donc business in nature, comment on fait pour que le business continue à tourner. Évidemment, si les entreprises disparaissent, je pense que pour l'humanité, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Mais les travaux sur le capital naturel, sur comment le mettre dans le bilan, comment est-ce qu'on pourrait modifier les règles comptables? Enfin, il y a beaucoup d'idées. Il y a des gens qui veulent faire de l'entreprise, enfin de la nature, un shareholder. Il y en a d'autres qui veulent lui donner une place dans le board. Donc, je pense qu'il y a une créativité qui est devant nous. Quelle importance de travailler en écosystème et de créer des partenariats? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans l'étude, justement, ces entreprises? Est-ce qu'elles travaillent ensemble? Oui, alors d'abord, je crois que si elles ont créé cette plateforme commune, ce catalyseur, comme a dit Florence, c'est qu'elles croient au travail commun. Une des choses que j'ai découvertes vraiment en analysant leur rapport, en discutant avec eux, c'est à quel point ils avaient conclu des accords avec des musées, comme je crois que c'est BNPP, qui est même allé chercher des experts écologues aux Pays-Bas et au Muséum d'histoire naturelle. D'autres participent à des réseaux d'entreprises, Entreprises pour l'environnement, Act for Nature. Enfin, je ne peux pas les citer tous et ce n'est pas le but. Donc, effectivement, alors, quand on dit écosystème et qu'on parle de nature, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Donc, effectivement, écosystème, là, vous voulez dire ne pas travailler dans son petit coin. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous l'avons dit, c'est urgent. Donc, c'est utile d'apprendre des autres. C'est utile de ne pas réinventer la roue à chaque fois, de regarder, ah bah tiens, dans tel pays, il y a des gens qui ont fait ça, là, ils ont une législation qui permet d'avancer, puis telle entreprise du secteur d'à côté, finalement, elle a des problématiques proches. Oui, donc il faut travailler, et j'en parlais avec certains étudiants en prenant un café tout à l'heure, le gros avantage, c'est de faire sauter les barrières de la pluridisciplinarité, enfin de la discipline. Vous ne pouvez pas faire ça seulement en économiste, seulement en juriste, seulement en écologue. Vous avez besoin de mettre ensemble des compétences diverses. Et moi, je dirais, parce que je suis très européenne, que c'est bien aussi de faire ça en franchissant les frontières. Ce sont des problèmes globaux dans lesquels, objectivement, l'organisation politique du monde en État souverain est un obstacle. Vous avez vu ce qui s'est passé à la conférence sur le plastique en Corée du Sud. Vous avez une poignée d'États qui ne représentent en rien la majorité de la population du monde, qui sont englués dans un conflit d'intérêts puisqu'ils sont producteurs d'hydrocarbures qui servent à faire des plastiques, qui essayent d'empêcher qu'on se mette d'accord pour limiter la production. Je vous signale que les plastiques, vous en avez dans votre sang, vous en avez dans votre corps. Tous les océans sont malheureusement devenus le dépotoir de nos activités. Moi, quand je rentre dans certains hypermarchés ou supermarchés, je me dis... Oh, cette angoisse du blister. Donc voilà, votre génération, il y a des ingénieurs dans la salle. Essayez de nous sortir de là. Essayons d'inventer des nouveaux matériaux
pour bien entendu continuer à produire. Hein. L'idée, c'est de continuer à produire, de continuer à faire du business, mais le faire d'une manière plus durable. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les entreprises sont très importantes, mais elles ne peuvent pas en aucun cas se substituer au pouvoir public. Je pense que pour la jeune génération, ce n'est pas toujours évident d'essayer d'appréhender, de comprendre pourquoi les politiques n'agissent pas plus. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là? Ce matin, c'est quasiment un gag, ça. Enfin bon. Écoutez, moi, la politique, je l'ai quittée, donc je ne sais pas. La seule réponse honnête, c'est je crois que, à l'inverse, les citoyens ne se rendent pas compte de leur pouvoir sur les politiques. Je vais prendre un exemple. Si vous allez réécouter, c'est sur YouTube, la conférence de presse de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, le 11 décembre 2019 de mémoire. Ursula von der Leyen, quand elle a annoncé le Green Deal, qui était ce plan stratégique, et je pense qu'on critique souvent l'Europe, mais au moins la Commission européenne a pris ses responsabilités, elle a proposé quelque chose qui soit un plan d'ensemble. Ensuite, la démocratie, c'est éventuellement de contester, mais elle a pris ses responsabilités. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle fait allusion aux jeunes. Elle fait allusion aux jeunes qui, à l'époque, étaient dans la rue le vendredi pour le climat. Elle fait allusion à Greta Thunberg, etc. Et moi, j'ai envie de dire, elle est où, Greta, là? Et vous, vous faites quoi? Donc, sachez un truc, comme la plupart des politiques sont relativement des magots, en général, ils entendent ce qui monte de la société civile. Plus il y a de voix qui leur disent « attention, la planète, c'est important », plus ils en tiendront compte. Si vous laissez tout le terrain à des gens qui ne proposent pas grand-chose, qui sont même parfois des négationnistes, on a vu les élections aux États-Unis, mais en Europe, il y a aussi des négationnistes européens qui nient la gravité du problème climatique, qui nient la gravité des conséquences des pesticides, qui nient tout un tas de phénomènes qui sont avérés, et encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir les scientifiques à bord. Eh bien, dans ces cas-là, les politiques, ça sera ce que vous méritez si vous ne faites rien.